en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, L'âge de détruire de Pauline Peyrade, paru aux éditions de Minuit en 2023. Elsa, une petite fille de 7 ans, vit seule avec sa mère qui n'accepte pas sa solitude. Elle s'accroche à sa fille pour s'empêcher de couler, sans se rendre compte qu'elle l'entraîne peu à peu dans son naufrage. Malgré elle, la fillette reporte sur une amie de son âge le comportement ambigu et déplacé de sa mère. Devenue adulte, elle a bien du mal à se défaire de la relation toxique avec sa mère. Ce premier roman troublant de Pauline Peyrade décrit avec finesse, à travers le point de vue d'une enfant, un terrible secret familial qui se reproduit de génération en génération. Les mollets sculptés et les pieds douloureux dans ces escarpins à talons carrés, debout, seule au milieu de la chambre, ma mère trace une petite croix dans l'angle supérieur gauche du plan de l'appartement. Au-dessus de la croix, elle note le mot « cloque ». Juste en dessous, elle précise « plafond ». Elle lève les yeux et fixe un moment la peinture boursouflée, les bulles maculées de taches vertes aux contours dilués au-dessus de sa tête. Les restes d'un dégât des eaux. Il y a peu de risque que cela s'aggrave. Elle se demande si une telle remise en état lui coûterait cher en travaux. Un soupir lui échappe, bref et nerveux. L'appartement fait 56 mètres carrés. Il occupe le quart du 3e étage d'un morceau de résidence construite dans les années 70, un ensemble de tours jaunes claires de différentes formes géométriques, rassemblées autour d'une cour pavée de ciment vieux rose incrusté d'éclats de quartz et reliées entre elles par des parkings souterrains, des ascenseurs aux intérieurs couverts de moquettes marron et de miroirs, des cages d'escalier en béton et des passerelles de verre aériennes. Il compte 2 chambres, un salon, un balcon à l'embranchement du salon et de la 2e chambre qui surplombe la rue, une cuisine, une salle de bain et des toilettes. Du blanc et de la toile de jute fibreuse habillent les murs. Du carrelage blanc ou rosé protège les espaces exposés à l'eau et à la saleté. Une moquette à poils ras couleur vert menthe couvre les sols des couloirs du salon et de la chambre qui donne sur le balcon. La 2e chambre, située à l'extrémité nord, du côté de la cour intérieure, se distingue par sa moquette mouchetée, bleu mer et blanc. Ma mère n'a jamais fait faire de devis de sa vie. Depuis qu'elle a quitté la maison de son enfance, elle a occupé ces différents logements sans s'en sentir responsable, de passage, les mains vides. À présent qu'elle s'est mise en tête d'acheter un appartement, elle compte et recompte, vérifie ses calculs pour s'assurer que c'est financièrement possible. Elle épluche son nouveau contrat de travail, parcourt les lignes qui détaillent son salaire à s'en user les yeux. Elle doute encore des chiffres qui lui disent que c'est à sa portée et peine à se départir de l'idée qu'elle est en train de voir trop grand au-delà d'elle. Devenir propriétaire, c'est suivre l'ordre des choses pour elle, et c'est précisément ce qui lui semble normal. Elle regarde accomplir les démarches, rassembler les papiers, livrer chaque nouvelle pièce que la banque lui réclame pour l'ajouter au dossier, remplir et signer les documents sans ciller, comme une enfant soucieuse de faire ce qu'on lui demande, sérieusement, et sans y croire tout à fait. Un courant d'air frais navigue dans la chambre, accompagné d'une rumeur douce qui s'élève de la cour. La fenêtre est ouverte. C'est le début de l'automne, ma mère frissonne. Par réflexe, elle regarde sa montre et oublie de lire l'heure. Sa serviette en cuir caramel pèse au bout de son bras.
Malgré le froid, ses cheveux s'imbibent de transpiration à la naissance de sa nuque et de son front. Son épaule craque, son tailleur rouge foncé, froissé par les frottements avec le siège de la voiture, lui tient chaud. L'odeur de la sueur, filtrée par le coton de son chemisier, la gêne. Elle porte une fine chaîne en or autour du cou, un bracelet d'or au poignet droit, une montre simple au poignet gauche, et 3 bagues serties de pierres précieuses que ma grand-mère lui a offertes. Chaque bijou a une origine et une signification précise. Elle n'en change et ne s'en sépare jamais. Ma mère plonge la main dans la poche de sa veste. Ses doigts cherchent à tâtons son briquet et ses cigarettes. J'aime leur forme et le dessin sur le paquet, une gitane qui danse avec un éventail, mais je déteste leur odeur. Elle mord dans un filtre blanc, une flamme mince lui brûle le bout du nez. Son cou se contracte, elle souffle profondément. La fumée se perd dans les boucles de la moquette en laine synthétique, bleues et blanches, minuscules, innombrables. La vue de ma mère se trouble, elle a l'impression de les voir bouger. Le bleu plaira à Elsa, elle pense. Les enfants aiment le bleu. Elle écrase sa cigarette contre le rebord de la fenêtre, la referme d'un geste rapide. Elle fouille à nouveau dans la poche de sa veste, en tire une tablette de chewing-gum enrobée dans du papier argenté. Elle plie la gomme contre sa langue, froisse l'emballage dans sa main. De la poussière à la chlorophylle poisse ses doigts. Elle prend une respiration rapide, inonde sa bouche de salive, avale l'écume parfumée. Elle fait une bulle verte qui gonfle entre ses lèvres et éclate avec un bruit sec. Elle regarde encore une fois les cloques pendues au plafond avant de quitter la pièce. Nous emménageons à la fin du mois d'octobre 1993. J'ai 7 ans. Je change d'école. Je fais beaucoup d'efforts pour que ma mère ne remarque pas ma tristesse. Elle ne parle presque plus que du déménagement, des peintures à rafraîchir, des équipements qu'elle doit acheter. Elle s'exalte de la chance que nous avons, que j'ai, d'avoir bientôt un endroit à nous. Elle me dit que personne, là d'où elle vient, n'a jamais connu ce bonheur jusqu'ici. Personne, là d'où elle vient, ça veut dire sa mère et elle-même. Le jour de l'emménagement, elle vient me chercher à l'école en voiture. C'est un vendredi, la veille des vacances. Elle a pris un après-midi de congé avant le week-end pour apporter quelques-unes de nos affaires et installer les premiers meubles dans le nouvel appartement. Je ne l'ai visité qu'une seule fois, et il était vide. Il ne m'a laissé aucune impression particulière, si ce n'est que je l'ai trouvé grand. Je l'aperçois près de la grille, au bout de la cour de récréation. Elle porte un jean et un sweatshirt. Ses cheveux sont relevés en une queue de cheval. Elle parle avec la maîtresse qui s'occupe de l'étude. Quand elle me voit, elle me fait un grand signe de la main. Je n'avance pas. J'ai la conscience très nette de me trouver au seuil d'un changement sans retour. Je me répète que je me trouve ici, dans cette cour, pour la dernière fois de ma vie. Je m'efforce d'éprouver le concret de cette idée. « Elsa, tu viens ?» Je commence à marcher. Je gravis les secondes comme une nageuse à contre-courant, tiraillée entre mon désir d'obéir et une résistance dérisoire au mouvement à l'œuvre. Je porte mon regard au-delà de la grille, j'étouffe de toutes mes forces la tentation de regarder en arrière et un dernier espoir qui traîne de tordre le cours du temps. Ma mère m'attend, ses yeux me tirent à elle comme une ligne de pêcheur. Elle a l'air d'être très heureuse, ses joues sont un peu rouges, ses pupilles brillent d'excitation. Je m'arrête à côté d'elle. La maîtresse me dit quelques mots gentils. Elle me souhaite d'aimer mon nouveau quartier, de me faire des amis. Je souris poliment. Je suis pressé de partir. Ma mère fait ses adieux et me prend par la main. Elle m'entraîne dans la rue. « J'ai une surprise pour toi. » Nous montons en voiture. Elle oublie de me dire d'attacher ma ceinture. Nous roulons au pas. Je ne regarde pas mon école qui s'éloigne, les façades qui défilent derrière la vitre. Je fixe les mains de ma mère sur le volant. Elle porte ses bijoux, mais ses ongles sont sales. Une éraflure fraîche traverse son avant-bras.
Mes yeux remontent vers sa nuque étroite et dégagée. Des moutons de poussière sont accrochés à ses cheveux. La voiture s'enfonce dans le tunnel qui mène au parking. Ma mère se gare et coupe le moteur. Je descends. L'odeur stagnante de pneus et d'essence brûlée me donne mal à la tête. Nous longeons une rangée de places vides, puis nous pénétrons dans une salle carrelée et froide où s'arrêtent les ascenseurs. Ma mère appuie sur le bouton d'appel. Une flèche rouge s'illumine. Je renifle. Je serre les bretelles de mon cartable entre mes doigts, mes poings l'un contre l'autre sur mon cœur. Nous montons au 3e étage. La cabine sent la pluie. Je remarque un graffiti, un nom suivi d'un chiffre, gravé dans l'angle inférieur du miroir, à hauteur de mes yeux. La clé tourne bruyamment dans la serrure, elle pousse la porte et me fait entrer dans l'appartement. Le salon est encombré de cartons. Elle y a déposé le mobilier, un canapé en faux cuir noir, une table basse et une étagère en rotin, comme elle l'a pu. La télévision débranchée gît à même le sol, quelques chaises sont rangées contre le mur. Des valises et des sacs poubelles empêchent l'accès au couloir de la salle de bain. « Viens !» Ma mère se dirige vers le 2e couloir, celui qui mène à ma chambre. Elle est à l'opposé de la sienne. Dans l'autre appartement, nos chambres étaient collées l'une à l'autre. Je n'ai jamais dormi loin d'elle. En chemin, je jette un coup d'œil à la cuisine. Elle est encore plus impraticable que le salon. Des piles d'assiettes enrobées dans du papier journal encombrent l'étroit plan de travail. Le frigidaire, poussé entre la table et le placard mural, ressemble à un iceberg à la dérive. L'évier déborde de casseroles, d'ustensiles et de plats de tailles et de formes diverses. Je retrouve ma mère à l'entrée de la chambre, le bras tendu vers l'intérieur de la pièce. « Ça te plaît ?» Je reconnais la moquette bleu mer. Les sacs de voyage où j'ai rangé mes jouets et mes vêtements, ma petite table à dessiner sont rassemblés sous la fenêtre. Contre le mur, je découvre 2 lits superposés. Ma mère me regarde, elle espère que je dise quelque chose. Son souffle court trahit son enthousiasme, son impatience est encore lisible sur son visage. Je reste un moment sans comprendre. Une chambre à 2 lits. Je n'ai ni sœur, ni frère, ni perspective d'en avoir. J'ai toujours connu ma mère seule. Jusqu'ici, elle ne m'a présenté ni ami, ni amoureux. Elle n'en parle pas non plus. Une hostilité imprécise naît en moi, mêlée de crainte et de colère, comme si elle essayait de me jouer un mauvais tour, mais que je ne parvenais pas à comprendre lequel, ni comment m'y dérober. « Tu pourras inviter tes nouvelles copines à dormir comme ça. » Elle guette une réaction. Je lui souris, je tente un remerciement maladroit. Elle m'embrasse fort sur la joue. J'observe à nouveau la structure de bois. Elle m'apparaît un peu plus sympathique qu'au premier abord. En bas, une couette violette à fleurs et une taie d'oreiller assortie et bien repassée. En haut, une housse à imprimé rouge qui semble dessiner un paysage. Je ne les ai jamais vues, ni l'une ni l'autre. Elles doivent être neuves. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.